Bonjour, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont intéressées par l'IA mais aussi motivées par une approche philosophique. Il y a beaucoup d'introductions, beaucoup d'explications qui mettent l'accent sur le côté technique pour montrer comment marche tel ou tel système d'IA. Mais il faut aussi parler de philosophie parce que l'IA a beaucoup d'implications sur la vie humaine et il y a beaucoup de confusion aussi autour de l'IA et c'est parce que justement l'IA implique aussi beaucoup de problématiques d'ordre philosophique. Donc, ce que vous allez voir dans cette vidéo, alors, ce que l'intelligence en général et l'intelligence humaine, selon les approches philosophiques, psychologiques, etc. Ce qu'est l'intelligence artificielle, les différentes techniques d'IA, ce que sont les grands modèles de langage, les LLM, et comment ils fonctionnent, les différences entre l'IA et l'intelligence humaine afin d'éviter les mauvaises utilisations. Alors l'intelligence en général, humaine et animale. Donc en fait il y a eu de toute façon beaucoup de réflexions sur l'intelligence depuis plus de 2000 ans, notamment dans le domaine de la philosophie. Et bon, durant ces derniers, au XXe siècle, il y a aussi des réflexions du côté d'autres branches des sciences humaines. Par exemple, on a cette proposition de Claparède. C'est une adaptation à des situations nouvelles. Voilà, il y a eu des tests aussi qui ont été faits sur des animaux, voilà, et donc on dit qu'il y a une intelligence extérieure à s'adapter à quelque chose qui n'était pas prévu, voilà. Donc là, je vous mets parfois des références. Alors, l'intelligence humaine. Donc pour l'intelligence humaine aussi, il y a plusieurs approches. Donc je commence par l'approche philosophique. Donc il y a une approche philosophique selon la tradition aristotélico-thomiste. Donc c'est quoi cette tradition? C'est une tradition qui est née avec Aristote et puis qui s'est développée jusqu'à maintenant en fait, pendant plus de 2000 ans, et qui était la base de l'enseignement de les universités. Et enfin dans la plupart des universités, bon maintenant ça reste encore dans beaucoup d'universités, surtout catholiques. Alors selon cette approche aristotélico-thomiste, l'intelligence est une faculté de l'âme immatérielle de l'être humain. Donc voilà, ça c'est important parce qu'on arrive à montrer philosophiquement que l'être humain a une âme immatérielle qui existe. Donc il y a des preuves d'ordre métaphysique pour montrer cela. Donc voilà, l'homme a une âme immatérielle et dans l'intelligence est une faculté de cette âme immatérielle. Et donc on explique aussi que l'être humain perçoit des informations provenant du monde extérieur grâce à ses sens. Et le cerveau joue un rôle important. Donc voilà, on y parle. Bien sûr, il y a le rôle aussi du corps humain. Donc il y a les sens, il y a le cerveau, mais en même temps il y a aussi une âme immatérielle. Donc ça c'est important en fait. Alors donc après il y a l'approche psychologique, scientifique. Donc en fait c'est le sens absolument scientifique de l'intelligence humaine. Par exemple, par rapport à l'intelligence, on peut étudier son développement pendant l'enfance, donc ce qu'a fait par exemple Piaget. Il y a les tests d'intelligence, le QI, tout ça qui ont été développés par les psychologues. Il y a aussi l'approche neurologique, scientifique, donc il y a l'étude du cerveau, les ondes du langage, etc. Donc tout ça c'est des recherches très importantes il faut continuer à faire de toute façon parce que de toute façon, l'approche philosophique est complémentaire, disons, en fait. Et voilà, on va. Alors, justement, mais il y a quand même des limites à l'approche scientifique. L'approche scientifique, parce qu'elle ne peut pas tout expliquer. Par exemple, le idée universel, l'expérience subjective, en fait, il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'arguments philosophiques pour montrer que, par exemple, même si on avait expliqué comment fonctionne le cerveau avec les neurones et tout ça, on ne pouvait pas expliquer, par exemple, l'expérience, par exemple, des couleurs. Ça a été développé beaucoup dans la philosophie du XXe siècle. Donc, on a donné l'expérience subjective. Et donc en fait la philosophie avec sa méthode métaphysique aussi, donc si on suit cette approche aristotélico-thomiste, c'est indispensable. Et bon, là moi aussi par rapport à cette philosophie, c'est que actuellement, malheureusement, dans beaucoup d'universités, il y a une influence de philosophie matérialiste ou qui rejette la métaphysique en fait.
Donc ça c'est un problème. Bon, en réalité, c'est arrivé par, c'est pas vraiment, c'était pas vraiment pour des raisons philosophiques que c'est arrivé, c'est pour des raisons plutôt politiques. Cette situation, en fait, bon, j'ai fait d'autres vidéos sur ces sujets, en fait, mais bon. Donc, et de toute façon, là, l'approche métaphysique est importante parce que sinon, il y a beaucoup de confusion parce que si l'on croit que l'être humain est juste une matière et que tout est explicable par le cerveau, ça mène à beaucoup de confusion et justement, c'est là que viennent beaucoup de problèmes en fait avec des gens qui croient qu'ils discutent avec un être humain, enfin, comme si c'était un être humain. Donc voilà, je vous mets une référence. Alors de toute façon, en fait, là, tous ces vidéos très schématiques, donc pour chaque slide, il faudrait faire une autre vidéo en fait pour expliquer plus. Donc, mais bon, si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires en fait. Alors, l'intelligence artificielle. Donc on peut la définir comme une branche scientifique qui développe des modèles et des techniques pour produire des systèmes qui réalisent des activités comparables à celles de l'intelligence humaine. Voilà, donc ce sont voilà, il y a des théories, il y a des systèmes informatiques qui sont développés et donc on va réaliser des activités qui vont être comparables donc à cette intelligence humaine. Alors, il faut rappeler qu'il y a plusieurs techniques d'IA. Donc, en fait, dernièrement, l'IA est devenue populaire depuis 2022, mais il existait depuis 70 ans. Alors, il y a en gros l'intelligence artificielle basée sur la logique et les mathématiques, qu'on appelle aussi parfois l'IA classique. Il y a l'IA basée sur les réseaux de neurones. Voilà, donc là, vous savez par exemple une référence. Donc voilà, donc l'IA existe depuis 70 ans, elle a été utilisée pour développer un système expert, la traduction automatique, donc ça a été déjà vu plus par le grand public déjà depuis plusieurs décennies. La reconnaissance des caractères écrits, la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images, la production de texte écrit en langage naturel à l'aide des techniques issues de la logique et de la linguistique, etc. Donc voilà, toutes ces techniques qui étaient utilisées. Bon, il y a beaucoup de techniques qui n'étaient pas connues parce qu'elles étaient réservées au monde industriel, au monde de la recherche scientifique. Voilà, donc alors qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Donc il y a eu cette popularisation des LLM en fait, comme voilà, l'apparition de par exemple ChatGPT. Donc on va voir en plus en détail ce que c'est que ces LLM. Donc les LLM sont une technique de l'IA basée principalement sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones et sur l'analyse de texte. Là vous savez un schéma de ce que c'est un réseau de neurones. Donc beaucoup d'éléments reliés entre eux. Donc on va voir plus en détail. Alors justement pour expliquer l'histoire des LLM, en fait il faut... Parce que bon, comme on a vu tout à l'heure, en fait les LLM, en fait ça veut dire en anglais Large Language Models. Donc c'est des modèles. Alors. Donc on va voir pourquoi en fait on parle des modèles. C'est quoi les modèles justement? Enfin je veux dire le monde des mathématiques et des sciences exactes. Alors d'abord en fait on va voir ce que c'est qu'une relation linéaire. Donc vous avez déjà vu à l'école sûrement en fait une relation linéaire exacte entre deux variables. Par exemple pour le change pour la monnaie. Là par exemple vous savez le change entre deux monnaies, en fait, comment une monnaie, par exemple, la relation entre le franc suisse et le sol péruvien. Là, par exemple, pour certaines quantités de francs suisses, vous savez une certaine quantité de sol péruvien. Et en fait, la relation est linéaire parce que bon, il faut juste multiplier la quantité de francs suisses par 4,22. Et voilà, c'est le change du 18 juin 2026. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une relation linéaire exacte, parce qu'à la fin, ce qu'on obtient, c'est une droite. Et alors pourquoi parler ça? Parce qu'en fait, il y a des situations où il n'y a pas en fait une droite parfaite comme on vient de voir. On a une série de mesures, bon, ça peut être des mesures en physique, en chimie, en économie. Une variable et puis une autre variable et puis les deux, bon, on voit les points en bleu sont des données voilà réelles en fait qui viennent d'une expérience et on voit qu'il y a une relation dans le sens où plus cette variable augmente, plus
l'autre augmente aussi, et puis on y va comme une droite. Donc on peut imaginer une droite qui va nous permettre de prédire des valeurs pour des points, par exemple pour des valeurs d'ici qui n'avaient pas un point bleu, par exemple. Quelle serait la valeur, par exemple, pour 55, non, par exemple, pour avant 55. Et donc avec la droite gauche, en fait, on peut plus ou moins prédire un peu des valeurs dans le cas où il n'y aurait pas de points bleus, mais aussi pour après, justement, pour des valeurs comme 70, 80. Donc, si on prolonge à droite, en fait, on aurait pour prédire, en fait. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle un modèle. Donc, c'est un modèle mathématique qui va nous permettre de faire d'autres calculs quand il n'y a pas de données réelles disponibles. C'est un modèle qu'on construit à partir des données réelles, en fait. Donc là, par exemple, voilà, une droite. Voilà, un exemple concret par exemple, il y a ce qu'on appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc là, on a des données, ce qu'on veut, c'est par exemple, le rendement d'une action, enfin, par rapport à, le rendement en fonction du risque, non? Donc on a différents points en fait, mais là ce qu'on va trouver c'est un modèle, donc c'est une droite qui va nous permettre de prédire ces rendements en fonction du risque. Donc voilà, c'est un exemple financier. Donc, alors, donc là, ces modèles-là qu'on vient de voir, en fait, c'était des modèles simples parce qu'en fait, il y avait deux variables. Ici, une variable X, une variable Y. Et donc là aussi, en fait, une variable et une autre variable. Et il y a des cas, en fait, où il y a plusieurs variables, en fait, ce qu'on appelle les centrés, en fait, on utilise plusieurs centrés. Dans l'exemple que nous avons vu, il y avait qu'une seule entrée et un seul résultat. Donc quand il y a beaucoup d'entrées, en fait, une des techniques qu'on utilise s'appelle les réseaux de neurones. Justement, on va construire des modèles plus complexes, voilà, avec plus d'entrées. Alors, en fait, avant de parler des réseaux de neurones, on va parler d'abord les réseaux de neurones, donc c'est quoi leur but? Le but des réseaux de neurones est limiter jusqu'à un certain point le système des neurones du cerveau humain. Donc là, vous savez, le cerveau est un neurone. Voilà, les neurones du cerveau sont associés à d'autres neurones pour remplir certaines tâches, missions, etc. Chaque neurone peut recevoir des informations, les analyser en quelque sorte et peut donner d'autres informations. Et donc voilà, par imitation, donc un neurone artificiel ou un neurone formel est un élément informatique qui reçoit aussi les informations, les analyse et on transmet à d'autres neurones formels. Voilà, donc le neurone artificiel va imiter le neurone humain, non? Ou le neurone animal. Et alors, donc en fait, après il y a la notion d'apprentissage, c'est-à-dire qu'une fois que vous savez un réseau de neurones, ce réseau peut apprendre. Les réseaux de neurones étaient utilisés à l'origine surtout pour des tâches industrielles en lien avec les sciences exactes. L'exemple typique était la reconnaissance des caractères qui pouvait aider pour le traitement du courrier. Le système doit être soumis à plein d'exemples d'écriture pour arriver à reconnaître les lettres écrites. C'est l'entraînement. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'il apprend. Donc on montre beaucoup d'exemples de lettres au système, beaucoup de lettres écrites différemment. Et au bout d'un moment, le système il arrive à repérer, à reconnaître le A, le B, le C, pas les lettres, non, selon les différentes écritures. Alors cette phase d'apprentissage, entraînement, implique des calculs en lien avec les statistiques et les probabilités. Le système doit être soumis à des exemples concrets et au bout d'un moment, si on lui soumet une ligne écrite à la main, il reconnaîtra l'écriture. Cette méthode marche avec un certain succès dans des domaines comme les mathématiques, la physique, etc. Le système apprend avec des exemples précis et retient ce qui est juste. Et avec cela, il peut résoudre un grand nombre de problèmes. Voilà, donc c'est ça important, donc on va voir tout à l'heure. Donc c'était vraiment appliqué en fait surtout aux sciences exactes, voilà, en domaine industriel. Les réseaux de neurones et les textes. Alors les réseaux de neurones ont été utilisés depuis des décennies pour filtrer des documents. Il s'agit de voir dans une masse de textes quels sont ceux qui concernent un certain sujet.
Ces utilisations n'étaient pas problématiques. Donc voilà, ça c'est un point important parce que avant 2022, on n'entendait pas beaucoup parler des problèmes en lien avec l'IA. Bon, bien sûr, il y avait des mauvaises utilisations dans certains régimes. On utilisait l'IA un peu pour surveiller les gens, pour donner des points, des choses comme ça. Non. Bien sûr, c'est un des risques en fait. Mais on ne parlait pas d'autres choses. À part ça, bon, il y avait d'autres craintes, mais c'était pas vraiment en fait un problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors en fait, bon, les problèmes en fait ont commencé justement en 2022 quand les LLM ont été utilisés pour tenter de répondre à toutes sortes de questions, même de sciences humaines et de philosophie. Donc alors pourquoi on va voir tout précisément pourquoi c'est là que revient la réflexion philosophique. Donc tout à l'heure, on avait vu en fait comme nous l'avons vu précédemment, les exemples tirés de la physique, de l'économie, on utilise des modèles pour obtenir des résultats à partir de paramètres d'entrée. Par exemple, à partir des données sur le risque associé à un actif financier, on peut prédire le niveau de rentabilité à l'aide d'un modèle. Voilà, on a vu tout à l'heure, ça s'est fait ça avec une droite. Dans le cas des LLM, l'entrée est un texte, question, etc. et le résultat est un autre texte, réponse. Ce fonctionnement repose sur les statistiques, les probabilités, etc. Donc là, vous avez une référence. Voilà, donc c'est ça. Donc, on applique le principe des modèles pour obtenir un modèle, mais cette fois-ci plutôt linguistique, en lien avec des phrases, etc. Donc, on entre une phrase ou un bout de texte et le résultat va être une autre phrase, donc qui est censé être la suite de cette phrase qu'on a entrée. Alors, c'est quoi le problème de l'entraînement, par exemple en sciences humaines? C'est que le problème est que lors de l'entraînement avec des textes issus des sciences humaines, sociologie, sciences politiques, géographie, et aussi philosophique, il n'est pas simple de dire qu'une proposition est bonne ou mauvaise, comme c'est le cas en physique ou en mathématiques. Parce que justement, en physique et en mathématiques, les connaissances sont formalisées, parce que c'est plus, dans un sens, c'est plus simple, dans le sens où, en physique et en mathématiques, beaucoup de connaissances ont été formalisées sous forme de formules avec des symboles, donc c'est très précis. Et donc c'est facile de construire des systèmes de raisonnement. D'ailleurs, même avant les LLM, il existait des systèmes de démonstration automatique qui disaient prouver les théorèmes. En fait, donc, c'est pas nouveau, mais bon, les LLM ça va assez bien. Enfin bon, pas complètement parce qu'il y a aussi une civilisation, mais et ça va pour en tout cas assez bien, enfin en tout cas mieux que pour le reste, en fait, pour la physique et les maths et tout ce qui est technique. Mais elles ne sont pas aussi performantes pour les domaines tels elles ne sont pas aussi performantes dans ces domaines, c'est-à-dire en sciences humaines, en philosophie, que dans les sciences exactes. Parce que justement, en fait, dans ces domaines, en fait, qui sont plus complexes, qui tiennent compte de l'être humain, de la société, tout n'est pas aussi formalisé qu'en maths, en physique. Donc, en maths, on pourrait dire 2 plus 2 est 4, voilà. Mais on ne peut pas agir de la sorte, en fait, quand il s'agit d'une réflexion philosophique sur l'être humain, sur l'éthique, sur ses destinées. Donc, d'où les hallucinations. En fait, vous voyez, enfin, voilà, c'est pour ça que c'est important de parler de philosophie. Voilà, quand je dis ce que je dis là, enfin, pour le développer, il pourrait faire toute une vidéo sur juste cette slide. Et donc c'est pour ça, et d'ailleurs même les gens des grandes multinationales de l'IA sont en train de se rendre compte de ça, et ils parlent maintenant on parle d'intelligence irrégulière, Jack Intelligence, c'est-à-dire que effectivement C et les LLM sont meilleurs pour des domaines physiques, mathématiques, etc., et pas pour le reste en fait. Donc c'est très important à expliquer. Donc avant la conclusion, c'est pour ça que c'est important par exemple, il y a des gens, c'est important de rappeler qu'il faut pas discuter avec ces systèmes comme si c'était un ami ou un psychologue, parce que ça n'a pas de sens. En fait, normalement, un ami, en fait, ou un psychologue, c'est des gens qui ont aussi une expérience interne, qui ont une connaissance humaine. Le LLM, il ne va faire que rassembler des textes qu'il a trouvés par-ci, par-là, sur le web ou dans des livres de psychologie, etc. Pour avoir dans sa mémoire plein d'éléments, mais c'est pas ça qui va donner une vraie réflexion psychologique et encore moins philosophique ou autre, en fait.
En conclusion, en fait, donc il est important de faire la distinction entre l'intelligence humaine et l'IA. Donc voilà, comme j'ai dit en introduction, bon, ça peut être très long, mais comme je dis, il faudrait beaucoup dire sur ce que j'ai dit au début sur l'intelligence humaine et sur l'IA. Il est aussi important de distinguer les différentes approches de l'étude de l'intelligence. Ça c'est important parce qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations qui vont partout. Beaucoup de scientifiques qui s'expriment, beaucoup de neurologues, des psychologues, des informaticiens, des mathématiciens, etc. Il y a aussi des philosophes, mais plus rarement. Et le problème, c'est que souvent, ces scientifiques ont déjà, pas tous, mais une bonne partie, suivent sans se rendre compte souvent une idéologie réductionniste qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout ce qui relève de la vie mentale s'explique seulement par la matière, par le cerveau, ce qui est complètement faux. Donc. Et ces problèmes existaient déjà avant, mais maintenant ils deviennent plus importants à étudier à cause de l'IA, justement. D'où l'importance de la philosophie classique actuellement, parce qu'en fait, on montre aussi qu'avec la philosophie classique que l'être humain a une âme immatérielle. Et on peut montrer pas seulement qu'il a une âme immatérielle, mais aussi qu'il y a un Dieu qui crée le monde et tout ça, ça a des implications éthiques, des implications sur les relations qu'il doit y avoir entre les êtres humains. Donc voilà, donc. Je ne vais pas m'étendre plus, mais bon, ces vidéos sont censées être schématiques, alors. Donc si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un point, laissez-moi un commentaire. Nous répondrons volontiers. Si vous voulez aller plus loin de manière personnalisée, nous vous proposons un service de consulting individuel ou en entreprise. Contactez-nous, voilà, vous savez cette information. Partagez cette information. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un like pour que d'autres gens puissent voir cette information qu'on trouve rarement en ce moment. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine.